Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ils ont bloqué les rues pour réclamer justice pour Joyce. Des centaines, voire des milliers d'Autochtones se sont réunis mercredi à Trois-Rivières pour souligner la fin officielle de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. L'enquête du coroner sur le racisme systémique au sein du système de soins de santé au Québec. Un reportage de Lindsay Richardson. 3 semaines d'audience et des douzaines de témoignages ont conduit à ce moment. Plus de 1500 personnes provenant de la communauté de Manawan et d'autres nations rassemblées pour marcher pacifiquement vers le palais de justice et pour demander justice pour Joyce une dernière fois avant le véritable début des travaux de la commission. Cara Dupuis n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais la foule lui a donné le courage de le faire. Et merci du soutien à toutes. Tout le monde est ici en soutien à Joyce Echaquan, qui était la femme de Cara Dupuis, et pour continuer d'exercer des pressions sur les gens au pouvoir au Québec. À compter de maintenant. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est le jour 1 de la fin du racisme, puis c'est le jour 1 du début de la justice pour tous au Québec. C'est comme ça qu'on veut vivre cette journée. Et les sympathisants à la cause ont entendu ce cri de cœur de loin. Quand je pense à elle, là, allez, j'ai de la misère à imaginer que des gens peuvent faire ça à quelqu'un. Parce que moi, depuis que j'ai grandi, j'ai tout le temps vu les Inuits prier quand une personne était malade puis qu'il savait qu'il était vraiment malade, qu'il pouvait partir. On l'entourait dans la prière puis dans l'amour. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai connu. Puis quand je regarde ce qui est arrivé, ça me fait vraiment mal. En raison de la forte demande, la communauté Innu d'Equanichit a procédé d'un tirage au sort pour déterminer les participants à la marche de mercredi dernier. Arborant le drapeau de la nation Innu, la vice-chef avait le message suivant. Puis je demande que le gouvernement reconnaisse qu'il existe le racisme systémique partout, autant chez les hôpitaux, mais dans le système des hôpitaux, puis les centres jeunesse également aussi, chez nos jeunes, partout. C'est une réalité là, qui devrait interpeller notre humanisme comme société. Mettons de côté là, la question qui fait toujours partie du carcan juridictionnel fédéral-provincial. Je pense qu'ici, c'est le moment d'aller au fond de la vérité. Et ça, c'est une responsabilité qui est politique, c'est une responsabilité qui est humaine, donc qui touche l'ensemble des gouvernements, indépendamment de leur couleur. Malgré les réticences de la province, le groupe a agi de son propre chef. Ils ont bloqué l'accès aux rues principales, fait résonner leurs tambours, chanter, danser et amorcer le processus de guérison. Et bien sûr, pour continuer de faire résonner ce cri du cœur qui se répand depuis les 8 derniers mois. Justice pour Joyce! Justice pour Joyce! Vous avez entendu des témoignages qui abordent l'humiliation et de négligence. Le Rassemblement des Nations visait à faire en sorte que Joyce Echaquan repose en paix, dans la dignité. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières, Québec. La semaine dernière, les audiences publiques du décès de Joyce Echaquan se sont terminées avec des recommandations de différents experts. Un reportage de Shoshan Bacon. Aujourd'hui était la dernière journée du volet recommandations aux audiences publiques du décès de Joyce Echaquan au palais de justice de Trois-Rivières. La coroner a écouté plusieurs recommandations. Et cette journée a débuté avec Paul-Émile Ottawa, chef de Manawan, qui a dit ne plus vouloir voir de femme, d'une sœur, d'une mère atikamekw à l'hôpital et demandant de l'aide sur les médias sociaux alors qu'il a vu
de manière impuissante la vidéo de Joyce Echaquan. C'est de s'assurer que le principe de Joyce et la culture va être enseigné aux élèves. C'est de s'assurer qu'il va y avoir des stages d'intégration ou d'apprentissage de la culture dans les communautés autochtones. On demande à ce que les infirmières de l'urgence viennent faire des stages à Manoel. Puis on propose vice-versa aussi, que nos infirmières aillent faire des stages à l'hôpital à l'urgence de Joliette. Et a suivi le témoignage de Constant Awashish, le grand chef de la nation Atikamekw. Il a expliqué comment les Premières Nations subissent le racisme systémique au Québec. Et il s'est adressé au premier ministre François Legault pour reconsidérer sa position par rapport au principe de Joyce, pour le bien de tout le monde. C'est des mesures qui ont été proposées par nous qui sommes spécialistes dans le racisme, dans la discrimination, nous le vivons. Donc, on l'a proposé à travers le principe de Joyce. Et tout ça, je pense que c'est important qu'il puisse reconsidérer sa position. Le volet recommandation s'est terminé avec les mots de Carole Dubé et sa famille. Il a dit que sa conjointe a payé cher de sa vie pour dénoncer le racisme systémique. Et il se pose encore la question, comment expliquer à ces 7 enfants la manière dont leur mère est décédée? Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières. À la fin de l'enquête publique du coroner sur le décès de Joyce Echaquan, Jeanne Kamel a lu son allocution pour la famille Echaquan-Dubé. À Joyce, d'où que tu sois, sache que mon rapport ne sera pas complaisant. Il sera honnête et sera, je l'espère, la fondation d'un pacte social qui nous amènera à se dire plus jamais. Se tenir debout par conviction demande du courage. Ne nous laissons pas distraire par ceux qui ne croient pas que chaque homme et chaque femme méritent la même justice, la même dignité et la même reconnaissance. Je vous invite à garder en mémoire une seule question. Et si c'était ma sœur? La ministre des Relations courantes autochtones a présenté le plan d'action en réponse aux 231 appels à la justice de l'enquête nationale des femmes autochtones assassinées et disparues, déposé en juin 2019. Le plan est évolutif, dont 7 objectifs sont à court terme, dus à l'urgence d'agir. Il vise au changement pour contrer le racisme et la violence systémique envers les femmes, les filles et les personnes aux 2 esprits. Mais Femmes autochtones du Québec déplorent ce qui a été présenté puisqu'elles n'ont pas été interpellées dans le travail présenté par le fédéral. Selon Viviane Michel, présidente des Femmes autochtones du Québec, dit avoir de la misère à concevoir la vision du plan. Michel a l'impression que le fédéral a déposé un document créé sommairement. C'est pas un plan d'action parce qu'il n'y a pas de solution concrète aussi en ce sens. Ça nous semble plus une stratégie politique de la part de ce qui a été ressorti ce matin. On ne présente même pas aussi des solutions à moyen et long terme. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de délai pour les atteindre, pas d'échéancier. Au retour, on vous présente le témoignage d'une aînée qui a fréquenté le pensionnat de Kamloops. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Suite à l'annonce accablante de la découverte des restes de 215 enfants dans une fosse commune près de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, Tina House s'est rendue sur place et revient avec le témoignage d'une survivante qui lui a raconté son expérience. Attention, ces propos pourraient heurter la sensibilité de certains de nos téléspectateurs. Le pensionnat autochtone de Kamloops a été créé en 1890. Des milliers d'enfants de toute la Colombie-Britannique y ont été envoyés. Pendant des années, d'anciens élèves ont raconté des histoires horribles au sujet de ce pensionnat. Des histoires de violences sexuelles et physiques de la part de religieuses, de prêtres et de travailleurs. De même que des histoires d'enfants qui ont tout simplement disparu.
À l'extérieur de l'école, le mémorial grandit de minute en minute depuis la découverte des corps de 215 enfants dans une fosse commune située sur le terrain de l'école. Rose Miller a près de 80 ans. Elle est originaire de Cannon Lake, en Colombie-Britannique. Elle, ainsi que de nombreux membres de sa famille, ont fréquenté le pensionnat. My dad, Henry, my brother Bobby, my uncle John, my uncle Louis, my cousins and aunts, and myself right here. Il y a environ 73 ans, en 1949, Rose Miller a franchi les portes de l'établissement pour la première fois. Elle avait 7 ans. Elle raconte qu'elle et ses 2 frères ont été arrachés à leur foyer. It was awful because the food that they fed us for breakfast was lumpy, uncooked mush with sour milk lots of times. The food truck used to come in at 5 in the morning. We could smell all that bread, and we couldn't have bread half the time, and we were so hungry. They'd give us boxes of apples from the apple orchard down here, and a lot of times they're all rotten, and we're so hungry we got to scrape out the rotten part of the apple and eat it. À 8 ans, Rose en a eu assez et elle a tenté de s'enfuir le plus loin possible en suivant la berge. I stole some paper in an envelope so I could mail a letter to my dad to come and get us. And then we got caught, so they took all of us girls who used to play down here by the river here, and they took everybody into the dorm and they made us strip down to our panties. There was 3 of us. Well, we called it blueberries, that's all they gave us. So then they had a great big strap. It must have been about a 1/4 inch or a 1/2 inch. And I just remember the nun pulling up her sleeves like this and jumping and hitting us on the back about 10 times with that strap. And then we had to get our hair cut really short and real short up here. Peu de temps après cette correction, le père de Rose est venu la chercher, ainsi que ses frères et sœurs. Ils ne sont jamais retournés au pensionnat où ils ont vécu un cauchemar pendant 3 années. APTN a obtenu un accès exclusif à l'intérieur de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Rose nous a fait visiter les lieux. Where we had to clean everything. Yeah, some people were punished and they would have to scrub these stairs with a toothbrush. À mesure que Rose avançait dans les couloirs, les souvenirs lui revenaient. C'est dans la chapelle que les mémoires les plus douloureuses ont refait surface. This is the heebie-jeebie place, the evil place. This is where some of the boys went upstairs to make room for them in here. There used to be pews all along here. Girls' side, this boys' side. You'd have a aisle all around here. And up there was where the priest said the Mass. And we were told if we didn't pray, we're going to go burn in hell. Or the Romans are going to come and rape us and burn our eyes out and burn our hands and our feet and burn off our fingernails. So we pray all the harder. In essence, this really was hell. Yeah. Here in this place, yeah. This was hell. Yeah. So it was pretty horrid when you think about how the religion controlled us. Madame Miller n'a pas été surprise par la découverte des 215 enfants enterrés sur la propriété. Elle croit d'ailleurs qu'il y en a probablement plus. Par respect pour la collectivité et pour les jeunes victimes, APTN ne montrera pas le site où les corps ont été trouvés tant que les cérémonies ne seront pas terminées. Entre-temps, des dirigeants de partout au pays exigent une enquête criminelle complète ainsi que des ressources supplémentaires pour lancer des recherches dans tous les pensionnats du Canada. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Kamloops. La ligne de crise des pensionnats autochtones nationaux est disponible pour les survivants et les autres qui pourraient avoir besoin de soutien. Le numéro est 1-866-925-4419. Après la découverte de la fosse commune près du pensionnat de Kamloops, les partis d'opposition ont critiqué les libéraux concernant le manque de progrès à l'égard de la réconciliation lors d'un débat d'urgence. La réponse des ministres fédéraux est la suivante. Ils ont déjà accordé un financement de 27 millions de dollars aux communautés pour mener d'autres enquêtes sur les pensionnats.
Mais cet argent n'est pas nouveau. Il fait partie du budget de 2019. Les ministres ont affirmé qu'ils laisseraient les communautés déterminer la marche à suivre parce que ces découvertes ne sont pas seulement d'éventuelles scènes de crime possibles. Elles concernent aussi les lieux sacrés. It needs to be Indigenous-led, community-based, survivor-centric in that community, as well as culturally sensitive. So we will be there to support the work in all the communities affected by this, but we will make sure they have access to whatever expertise they need, but over the past engagement, it was very clear. They don't want a top-down approach to this. Après plusieurs mois de négociations, entente cadre de 4 ans entre Québec et les Anishinabés visant à favoriser une participation accrue des communautés sur la gestion de l'orignal dans la réserve faunique de la Vérandrie. Ceci fait suite aux intenses manifestations de la nation Anishinabé l'automne dernier. L'entente vise à favoriser la préservation du cheptel. Elle suspend pour 2 ans le tirage au sort des forfaits de chasse à l'orignal qui sont offerts par la Société des établissements de plein air du Québec. Pendant cette période, Québec et les Anishinabés pourront faire des études sur le terrain dont les conclusions serviront de guide pour l'avenir. C'est fait. La loi 79 a été adoptée à l'Assemblée nationale. C'est la loi qui autorise les communications de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement de santé et de services sociaux. La loi 79 soutiendra les familles autochtones dans leur recherche de leurs enfants disparus ou décédés suite à une fréquentation dans des établissements gouvernementaux du Québec. On parle des enfants disparus ou décédés avant 1992. Cette loi facilitera l'accès aux informations tout en répondant aux besoins spécifiques que peuvent avoir les familles. La nation Atikamekw compte 47 enfants disparus depuis les années 40, tandis qu'à Paguashibo, une communauté Innu dans l'est du Québec, compte 10 disparitions d'enfants. Après la pause, je vous présente une entrevue avec 2 journalistes du Le Devoir qui ont travaillé sur une enquête appelée « Autochtones et soins de santé ». Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Enquête autochtone et soins de santé est une série d'articles qui a été publiée par Le Devoir depuis le début mai. Nous en parlons avec les journalistes qui l'ont réalisé, Marie-Michelle Sioui et Jessica Nadeau, journalistes du Le Devoir. Une série qui soulève des questions de discrimination dans le système de santé québécois. Quoi à vous deux? Merci d'être avec nous. Oui. Oui, Sylvie. C'est une série d'articles assez complets, je dois dire. Bravo. Merci. Merci. Comment se déroulent vos enquêtes au niveau de recevoir des témoignages? Comment avez-vous approché la vingtaine de témoins autochtones? Bien, si je peux me permettre d'y aller pour commencer, l'idée au départ, là, je vous dirais, c'était, on est parti du décès de Joyce Echaquan, puis notre hypothèse, c'était de dire, bien, elle n'est pas seule. La première démarche qu'on avait faite, c'était de demander à tous les CIS et les CIUS le nombre de plaintes qu'ils avaient eues de personnes autochtones en 2015 et 2020. Et très peu ont été en mesure de nous répondre. Donc là, on s'est dit, bon, ben, il faut absolument avoir des témoignages, un nombre de témoignages assez important pour être capable d'illustrer l'ampleur du problème. Je vous dirais que ça s'était beaucoup de fil en aiguille, en parlant avec une personne qui nous référait à quelqu'un d'autre, qui, elle, nous disait, ah, ben oui, j'en ai parlé à quelqu'un. Donc, ça s'est vraiment passé de bouche à oreille. L'absence de données et donc l'insatisfaction des Autochtones à l'égard de la santé est un sujet qui revient beaucoup dans la série, dans le système de santé et les non mesurables. Comment cela s'explique? On en a parlé beaucoup au cours de notre série, puis il en a été question aussi durant l'enquête publique La Coroner sur Joyce Echaquan. En fait, les hôpitaux ne comptabilisent pas les plaintes qui sont faites par des Autochtones, même si c'était une recommandation de la commission bien.
Donc, c'est très difficile de savoir combien d'Autochtones ont porté plainte. Et aussi, plusieurs personnes n'osent pas porter plainte ou ne le font pas parce qu'ils pensent que ça ne donnera rien ou que ça ne servira à rien. Puis dans certains cas, même, il y a des plaintes qui ont juste été perdues ou pour lesquelles il n'y a pas eu de suivi. Puis à la suite de notre dossier, le premier ministre, François Legault, a réagi, puis il a dit que lui, il ne voulait pas qu'on se mette à calculer les plaintes des Autochtones. Il ne souhaite pas qu'on fasse des catégories. Ça soulève certains enjeux de protection des droits, mais lui, tout de suite, a fermé la porte et il ne souhaite pas que ce soit fait. Donc, c'est sûr que ça reste un défi. Ça en avait été un même la commission bien parce que les enquêteurs avaient du mal à mesurer l'ampleur du phénomène. Et ça changerait quoi si ces données étaient créées, ces statistiques? Bien, j'aurais envie de revenir sur une parole de la coroner Jeanne Kamel pendant les audiences de Joyce Echaquan. Elle a dit, si on n'avait pas eu cette vidéo-là, est-ce qu'on aurait cru la famille? Et à quelque part, le fait de pouvoir avoir des données, bien déjà, ça montre s'il y a un problème ou pas. Ça montre les failles du système, ça montre où sont les problèmes. Après ça, ça ne veut pas dire que parce que tu as une plainte, que c'est nécessairement, ça va être nécessairement validé par les autorités. Donc, on a eu des cas où les gens ont porté plainte, ils ont eu des réponses. Moitié, tu sais, ils donnaient des réponses, mais c'était pas nécessairement des excuses. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai reçu une lettre, une réponse du CIS. C'était comme une lettre d'excuse, mais il n'y avait aucune excuse là-dedans. On faisait juste... c'était comme si on minimisait les événements. Donc, même dans le cas où ça va plus loin, où il y a une reconnaissance de certains faits, c'est pas comme des excuses formelles. Donc, si on pouvait avoir un système de plainte qui fonctionne, autonome, qui comptabilise uniquement les plaintes d'Autochtones, comme ça a été recommandé par plusieurs, bien, ça pourrait au moins permettre d'avoir un portrait d'ensemble, parce qu'en ce moment, la seule façon que les gens ont de se faire entendre, c'est de sortir dans les médias. Trouvez-vous que le système a néanmoins tend à s'améliorer maintenant? Par quel biais? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recommandations qui sont faites pour que le système s'améliore. Puis il y a quand même, je pense à l'enquête du coroner là, sur Joyce Echaquan qui vient de se terminer, il y a beaucoup d'attention médiatique qui a été accordée à ça. Donc, c'est sûr que quand les médias, quand les gens dans les communautés suivent ce qui se passe, savent ce qui est recommandé, font des pressions, dénoncent dans les médias, bien, c'est le genre de gestes qui peuvent amener les gouvernements ou les hôpitaux à changer leurs pratiques. Puis, dans la Naudière, à l'hôpital Joliette, il y en a eu des changements. Ça a pris malheureusement la mort de Mme Echaquan. Mais il y a par exemple un poste de PDG adjoint qui est ouvert et qui devrait être comblé par une personne de la communauté Atikamekw. Il y a une agente de sécurisation culturelle qui a été embauchée. Donc, il y a eu quand même des actions qui ont été posées. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment des gros drames pour qu'on agisse? Je vous remercie beaucoup. Merci, Sylvie. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Pour le prochain mois, je prendrai mes vacances estivales. Shoshan Bacon sera à la barre de l'émission. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Yamé.